Alors malheureusement, on devait avoir Kadruka et Skyros, mais il y a la moitié de leur doc de très belle qualité qui malheureusement passe pas sur le logiciel de streaming. Et je ne peux pas faire ça changer en vitesse, malheureusement. Donc ils, ils passeront la prochaine fois. Surtout que ça serait bête de supprimer la moitié de la doc, parce que j'ai vu, il y a de la belle doc. Yann, merci pour les bits, ça. Il y a de la belle doc, et ça me fait chier d'avoir un chouette sujet qui m'intéresse, et la moitié de la doc en moins. Donc, on s'en fout. Ils passeront la prochaine fois avec le sujet, et puis voilà. Donc heureusement, j'ai Nicolas qui est là. Donc en fait, j'ai rien branlé aujourd'hui. Voilà, j'ai rien branlé. Dis-moi, est-ce que c'est pas parce qu'on avait parlé un peu de Marseille et de Pinard la semaine dernière avec les Étrusques, il me semble, que tu es là? Non, ça a rien à voir et tout. D'accord. En fait, pour vous expliquer, je suis arrivé dans les MP de PP, je fais bon, en fait, demain toi tu fais rien, c'est moi qui te présente. Il m'a fait, oh bah d'accord. Bah ouais, hein. C'est passé. J'ai toujours dit que les gens qui veulent venir passer en vitesse, faire un petit sujet de 20-25 minutes, la minute archéo, c'est pas juste moi, Skyros ou Kadruka. Moi, je laisse ma place volontiers, surtout qu'après j'ai le The Lord of the Rings ce soir à présenter, donc j'ai aussi du boulot avec le Seigneur des Anneaux, donc les gens qui veulent passer, libre à eux de venir présenter. Skyros va faire à manger à Kadruka et viens discuter de Pinard si t'as le temps. Hop là. Bon, ouais, tu vas nous parler de Pinard, c'est ça? Exactement, Ouais. et surtout, comment le vin est une représentation, peut nous servir d'illustration pour le commerce romain. Ouais. Donc on va parler d'histoire, d'archéologie. Bon bah, Ça va être très fun, ne vous inquiétez pas. vas-y, lance la présentation, je vais récupérer mon café en vitesse. Ok. Bon, du coup, le problème c'est que Pépé est parti, et donc je vais vous afficher une image, mais tant pis en passant. Je vais vous parler tout d'abord de l'histoire. Enfin, plutôt, vous savez, l'histoire est une discipline qui a évolué au cours des siècles, etc. Et il y a eu des présupposés, des avis, des constructions, des théories qui étaient valables un jour, mais qui ne sont plus maintenant. Et donc, une des théories qui était populaire dans les années 1970-1980, c'était que l'économie romaine était totalement différente de la nôtre, qu'il n'y avait aucun point commun, que c'était une économie qui n'était en aucun cas recherche de croissance, en aucun cas une grande économie avec notre système monétaire, mais plus genre un détail qui serait encastré dans un système de valeurs, de caste, enfin, même si caste c'est un peu, c'est pas le terme qu'on devrait employer pour l'époque, mais voilà. Et donc, ce serait le fait que, ce serait absolument pas comparable, et j'espère que Pépé va arriver vite pour qu'on puisse mettre ces images. Ah, mais je suis là, pardon. Ah oui, mais il y a A0 s'il te plaît. Uh-huh. Donc, cette théorie a été surtout populaire avec ce monsieur qui a l'air très sympathique, qui s'appelle Finney Moses. Ce personnage était tout d'abord américain. Cependant, vu qu'il était marxiste, il a dû fuir à cause du macartisme pour aller en Angleterre. C'est un grand historien qui a fait beaucoup de thèses sur l'économie dans le monde antique, que ce soit sur la Grèce ou le monde romain. Il y aura une différence qui ne fait pas souvent les deux. Et donc, là, c'est que, du coup, comme je vous l'ai dit, il était un marxiste, et donc du coup, ça arrangeait bien de montrer une sorte d'économie différente, qui était différente du capitalisme, pour montrer qu'il y avait une façon de faire de l'économie différemment. Et pour lui, sa thèse, c'était vraiment qu'il y avait une économie de subsistance, qu'il n'y avait pas de surplus, et qu'en fait, on mangeait juste à sa faim. Et donc, du coup, on va faire cet exposé sur le vin pour montrer pourquoi Finney Moses avait tort. Donc, je vais commencer par vous citer Georges Duby, un historien, qui a dit « Le régime alimentaire des hommes commande toute l'économie rurale, et jamais sans doute de manière plus impérieuse qu'aux époques où les conditions d'existence demeurent précaires. » Donc, pour cet exposé sur les vins, je vais vous présenter 4 auteurs. Est-ce que tu pourrais dire A1, A2, A3 et A4, s'il te plaît, Pépé ? Bien sûr. C'est parti. Hop là, Cicéron. Cicéron, tout d'abord, qui est né en 116 et qui est mort en 43. Après, nous avons Pline l'Ancien, qui est né en 23 et qui est mort en 79. Après, nous avons le buste de Suétone, qui est né en 70, qui est mort en 122. Et après, à la toute fin,
nous avons en dernière image A4. C'est pour représenter Justin, qui est un historien du 3e et du 4e siècle. Cependant, il n'y a pas d'image de représentation de lui. Donc j'ai mis une couverture du livre qui va nous intéresser. Pareil, l'image de Pline Ancien, c'est une représentation imaginaire. Donc, mais c'est juste pour vous illustrer. Donc ces 4 auteurs ont écrit sur le vin et ils ont tous essayé de montrer en quoi le vin était relatif à la condition sociale et voulait décrire souvent des pratiques agricoles ou commerciales en rapport avec le vin. C'est amusant Et parce comme, que... Pardon, ce qui est amusant, c'est que c'est quand même des auteurs qui sont à des époques romaines diamétralement différentes, avec des régimes oui, c'est ça. quand même C'est vachement ça que je opposés. voulais totalement dire. Et au final, C'est que le dénominateur commun, le pinard, revient à chaque fois en fait. Ce qui est exactement. très, très intéressant. On de voit voir. que il nous donne une vision vraiment globale Ouais. du 2e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle avant Jésus-Christ. On peut voir que vraiment le vin a traversé l'époque romaine, a toujours été important et a toujours été un sujet central. Et donc oui, comme je l'ai dit, on va utiliser ce vin pour faire une illustration du commerce, et surtout du commerce interrégional. Donc oui, déjà, il faut savoir que le vin, c'est vraiment la base de l'alimentation romaine, il est vraiment désirable de tous, même en Gaule, où genre il rentre en conflit avec Hydromel et Abillaire. Il y a même un dieu qui est fait pour ça. Est-ce que tu pourrais mettre l'image A6, s'il te plaît? Hop là. Allez là. Donc, image A6. C'est Cérès et Libère. C'est une représentation allemande du 16e, donc pareil, ne la prenez pas au pied de la lettre, mais c'est plus pour vous illustrer, je voulais avoir les deux en même temps. Cérès, c'est le dieu de la fertilité et des récoltes. Mais donc c'est tout ce qui fait le blé, le pain. Et donc c'est très important. Et il va de pair avec Cybère, qui est lui, c'est le dieu de la fertilité spécialisé dans la viticulture, pardon. Genre, la viticulture a un dieu à lui. Un espèce, un espèce de Dionysos bis, un peu comme ça. Là, c'est pas vraiment parce que c'est ça, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Dionysos, qui est plus le roi, celui de la fête, a vraiment ce truc de dieu de la fertilité de la viticulture. La vigne, c'est ça. C'est ça, la vigne, le vin. Exactement. Et donc, ce couple de dieux va produire toute l'alimentation romaine, d'après Horace. Est-ce que tu pourrais être à A5? Voilà, elle est là. Donc, on va parler de la Gaule, et plus particulièrement des Gaules, parce qu'en fait, il n'y a pas une seule Gaule, la Gaule est une construction de la Troisième République, oui. Et donc il faut pas voir ça comme une unité en elle-même, mais plus comme un regroupement. Déjà, il faut savoir qu'il y avait une Gaule cisalpine, comme on peut le voir sur la carte, donc le nord de l'Italie, mais qu'on va très peu parler lors de cet exposé. Transalpine. Et Transalpine. Alors, moi, j'ai appris que récemment, à chaque fois, je me mélangeais les pinceaux, et en fait, dans Cisalpine, vous avez un I, comme ça, je le fais correspondre au I de Italie. Cisalpine, c'est pour Italie, et Transalpine, bah, c'est l'autre côté. Ça dépend de quel point de vue tu te perds, Pépé. Donc Transalpine, ça veut dire de l'autre côté. Ouais, mais ce qu'on appelle la Gaule cisalpine, c'est la Gaule italienne. D'un point de vue romain, oui. D'un point de vue romain, D'un point de vue romain, exactement. Mais c'est le point de vue des vainqueurs, donc on va garder ce point de vue. Merde. Il est très bien ce point de vue. Et donc oui, comme on peut le voir aussi sur la carte, il y a tout en bas ce qui est écrit comme une provincia romana, pardon, qui est ce qu'on appelle la Gaule narbonnaise, qui a été depuis très longtemps peu de domination romaine. Et donc ça donne déjà, et c'est d'ailleurs on va en parler tout à l'heure, et c'est par exemple, de là on va partir pour parler de la Gaule sous la République. Faut voir aussi que l'étude du vin est indissociable de sa consommation en fait. La production et la consommation sont vraiment indissociables. Et donc, comme je l'ai dit encore une fois, le vin a une grande place dans la littérature, il est vanté dans des œuvres artistiques, il présente des réflexions politiques ou autres. Et bon, comme vous doutez, le vin de cette époque n'a pas trop resté jusqu'à aujourd'hui. Cependant, il nous reste ces contenants, c'est-à-dire les amphores, qui sont des traces archéologiques qui vont nous permettre de voir beaucoup de choses. Et donc, est-ce que tu pourrais mettre l'image A7 et A8 Nous avons la chance, en France, d'avoir un spécialiste du vin à Rome, qui s'appelle André Tchernia. Donc vous avez sa photo de Tchad, et aussi une petite bibliographie indicative au cas où si quelqu'un voudrait s'intéresser à ses œuvres. Il y en a qui sont même disponibles sur Internet. Moi, ça m'intéresse. Donc,
exactement. Donc, c'est un archéologue, il est spécialisé dans les amphores. Donc, il a même fait des plongées sous-marines pour étudier les amphores de vin, etc. Je crois qu'il y avait aussi reproduit du vin qui datait de l'époque romaine. Enfin, il a repris la recette romaine et a essayé d'en refaire. Et Euh, juste par curiosité, est-ce qu'ils, oui. enfin, comment ils faisaient leur vin par rapport à notre vin moderne, on va dire ça comme ça? Est-ce qu'ils rajoutent Eh ben, beaucoup je vais de en parler, choses? Ouais, justement. ok, d'accord. Pardon. Bah, Je écoute-moi, vais en pardon. parler. Pardon, Parfait. pardon, vas-y. Déroule. T'inquiète. Donc, on va voir comment le vin, produit central de la consommation, va illustrer le commerce, mais pas n'importe quel commerce, le commerce interrégional de l'époque de la Rome antique. Tout d'abord, on va étudier sa production et sa consommation, qui sont insécables, comme je l'ai dit, et après, on va étudier son commerce. Donc, est-ce que tu pourrais mettre image B1 et B2, s'il te plaît, Pépé? Il faut voir qu'il y a déjà 3 types de vignobles à l'époque de la Rome antique. Il y a ce qu'on appelle le vignoble local, qu'on peut appeler aussi primitif. C'est vraiment le vin qui va servir à juste la consommation des alentours, du village à côté, peut-être de la ville, mais qui va jamais s'exporter très très loin. On a ce qu'on appelle du vignoble de cru, qui est vraiment de grande qualité, qu'on va faire vieillir et qui va supporter les transports, qui va souvent être attaché à un terroir de qualité. C'est souvent du vin qui est destiné à la cour impériale, aux chevaliers, des gens haut placés. Ouais, donc ils avaient aussi leur picrate pour la... Exactement. De la petite... Et après... les cubillas villageoises et les grands crus, quoi. Exactement, c'est ce qu'on va voir. Et enfin, le troisième type de vignoble, c'est ce qu'on appelle du vignoble de masse, qu'on va produire en grande quantité pour des masses de population, qui va souvent se trouver hors de la région de consommation, et qui va vraiment être souvent de qualité moyenne ou basse. Ouais, la picrate pour la plèbe, quoi. Exactement. Mais c'est aussi le rôle du vignoble local aussi. Il y en a 2, on va dire. Il y a juste un qui est fait pour être exporté, il y en a un qui est fait pour être consommé localement. Faut voir que le vin est produit dans les plaines, par exemple le Rhône, ou dans des terrains un peu de collines et de montagnes, mais c'est plus rare. Il y a juste besoin d'un peu de pente. D'ailleurs, l'image que vous voyez à gauche, c'est un vignoble en fait. C'est une récolte de vin qui est une mosaique qui vient de Dordogne et qui nous montre deux esclaves en train de récolter Alors, je n'y connais rien en vin, même aujourd'hui, mais les vignobles, elles sont pas plus petites que ça, normalement? Elles sont pas... c'est parce que c'est des très très vieilles vignes. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, de base, une vigne, c'est une liane. Et c'est en fait nous qui la faisons, entre guillemets, pas grandir, qui la faisons un peu pousser bas. Donc en fait, ça D'accord, peut... de base, c'est une liane. C'est une liane, donc ça on peut la faire... Là, on voit qu'ils ont mis des grands arceaux, ils ont mis des grands poteaux, et donc ils la font grimper autour d'un poteau. Donc tu peux faire pousser une vigne super haut si tu en as l'envie, en fait. Ah, je savais pas, en fait. Ouais, c'est moins pratique pour la récolte, quoi. Ah ouais, souvent, vu qu'on a des grosses grappes, c'est plus pratique pour nous. Mais oui, après, on peut... Ah, ok, d'accord, moi je savais pas. Je sais pas, moi, comme je dis, j'y connais strictement rien. Je suis plus spécialisé en houblon. Je suis désolé. Aussi, on a des traces de bâtiments qui nous restent. C'est souvent des marques à terre, donc et j'ai pas trouvé de bonne reconstitution 3D à vous montrer. Ce seraient des pressoirs flanqués de 2 espaces de stockage qui soient normalement près d'une via romaine. Que je vous rappelle, ce sont les grandes maisons qui permettent qui règnent sur un territoire. Ou certains historiens disent que c'est plutôt des bâtiments qui se trouvaient en bordure des agglomérations. Comme on peut le voir sur image 2, pour faire vieillir du vin, on va le mettre dans des grandes amphores qu'on va poisser avant. Et donc là, on peut voir la technique de poissage à droite. Le poids, c'est une sorte de matière visqueuse, et on va enduire l'intérieur pour rendre l'amphore étanche et permettre au vin de bien vieillir. On fait ça à la sortie du four. Ce que je trouve incroyable, c'est que des mecs aient en effet des mosaïques. Genre, c'est une putain de mosaïque que vous voyez là, hein. Est-ce que ça vient du même endroit que la BR? Je veux dire, c'est le même... C'est les mêmes mosaïques. La première? Ouais, au niveau des mosaïques, elles ont été trouvées au même endroit? Ou alors c'est 2 endroits? Non, celle sur la culture d'Avigne, elle vient de Dordogne, et celle sur la poissage, elle vient de Saint-Étienne. Putain, c'est incroyable. Genre, les mecs en ont fait des mosaïques. Genre, c'est pour dire l'importance. C'est comme quand on parlait à Pompéi de la bouffe. Il y a de la bouffe partout, il y a des poissons, il y a des pieuvres, il y a de la bouffe partout. Et là, vous voyez c'est peut-être les représentants en vin qui avaient ça dans leur maison.
pour montrer s'ils vendaient de la marchandise, vu que la maison était souvent le lieu de travail Exactement. professionnel. Les mecs, ils arrivaient, vous voyez les scènes de poissage, comme tu dis, les scènes de récolte. Ça fait très professionnel, en fait, comme mosaïque, je trouve. Magique, hein. Exactement. Donc il y a poids, assure et étanchéité, et assainit aussi les récipients. Mais aussi, elle va donner un petit goût au vin. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, les Romains adoraient ce goût de poissage. Et donc, ça donnait une valeur en plus. Et donc, comme je vous dis, très grand vin qu'on met dans ce genre d'amphore. Et qu'on va ensuite garder, faire vieillir. Et qu'on va vendre après à des gens riches. Est-ce que tu pourrais mettre sur la photo B3 et B4 ? Bien sûr. Hop là, voilà la B3. Ça correspond ça au mec en train de poisser la grosse jarre à gauche là. Exactement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des doia. Ce sont les grandes jarres. Doia, doium. Et donc, comme vous voyez, qui sont très très grandes, elles peuvent contenir jusqu'à 3 millilitres. Donc c'est pour du commerce de très très gros. Ouais. Et ça permet de faire fermenter les vins, comme je vous dis. Et vous dites, ah mais où est-ce qu'on entrepose ces doia ? Et ben comme on peut y voir sur la photo de droite, et ben on les met sous terre tout simplement. On les enterre. Donc là celles-là ont été oubliées en fait. Et ça s'est rempli de terre au fur et à mesure des siècles. Donc là en fait oui, parce que l'espace de stockage n'a pas été entretenu. Ils ont juste essayé des trucs comme ça. Voilà, et ça s'est ça s'est peut-être effondré, va savoir. Donc là en fait ce sont d'anciennes jarres, on peut appeler ça des amphores à proprement parler. Plutôt des jarres, on va appeler ça. Des jarres, ouais, des grandes jarres. Et après elles ont été transvasées en amphores pour que ce soit plus pratique. Une fois que c'est en fait voilà, là c'est le fût de fermentation en fait. C'est le fût de fermentation et pour le commerce de gros. Comme je vous ai dit, c'est des jarres de 3 millilitres. Donc vous imaginez bien que c'est pas le truc que va ramener le petit paysan sur son dos. J'ai l'air con, dans mon appart avec mes seaux de 30 litres, mes seaux de 30 litres de bière. Exactement. Putain. Et comme je vous ai dit, comme vous pouvez voir sur l'espace de stockage à droite, vraiment, c'était une grande production. On en mettait plein, soit sous terre, soit dans un cellier. Et on faisait vieillir le vin comme ça. Et c'est d'ailleurs ce que nous raconte Pline l'Ancien. Et Pline l'Ancien montre vraiment que c'est un investissement, que ça va vraiment faire gagner de la valeur au vin. Je cite, « Tonti d'or, d'argent dans les celliers, aucune denrée ne prend plus de valeur qu'à la 20e année. Il ne devient ensuite plus coûteuse, le prix n'augmentera plus. » Ouais. Et donc là, on voit vraiment l'importance du transport, et c'est ça, et des doya et tout, pour vraiment le contenu, vu qu'on n'a plus le vin, ces contenants vont vraiment nous aider en tant qu'archéologues et historiens à comprendre ces mécanismes. Est-ce qu'on est capable, avec l'âge, parce que bon, ça a quand même 2000 ans, est-ce que chimiquement on a réussi à retrouver du vin romain, enfin dans ces vieilles amphores, est-ce qu'on a encore des traces chimiques du vin, ou bien c'est vraiment juste de l'archéologie pure Alors, il y a des débats que peut-être des gens auraient en trouvé. Cependant, vous doutez bien que on l'a pas mis dans le vide spatial, donc il aurait peut-être été altéré, en fait sa composition aurait peut-être altéré. Okay. Mais donc voilà, donc on peut voir qu'il y a des productions différentes, mais cela pour des classes sociales différentes. Donc on a le vin vieux que je vous ai parlé, qu'on met dans les doya, qui ressemble à un investissement sur long terme, qui gagne de la valeur avec de la maturation, et qui ressemble un peu à de la spéculation. Cependant, on n'a jamais trouvé de traité économique, parce que les Romains ne faisaient pas de traité économique, qui montrait que c'était une théorie financière d'investissement ou je sais pas quoi. Mais en fait, ça existait. Il y a quelque chose, c'est que les Romains, leur commerce est tellement libéral que il y a rien de centralisé autour du commerce. C'est les mecs qui font leur life et qui vont. Ce que je veux dire, c'est qu'on a retrouvé ça à plein d'endroits du Empire, mais on n'a jamais trouvé de papier, de théorie en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait de ça, comme ça va vous faire gagner de l'argent en fait. Okay. Mais on a trouvé des traces écologiques. Mais d'ailleurs, c'est ça qu'on va voir, c'est que il y a une économie romaine, mais ils n'ont pas trop de théorie. Et donc, entre ces vins, il y a vraiment des grands écarts entre les variétés. Il y a du vin vieux, de différents cépages. Par exemple, dans le sud de la Gaule, il y a le cépage Allobrogia, qui est de très bonne qualité. Il paraît qu'il y aurait naturellement un goût de pois, ce qui est pour les Romains radis, mais qui a un prix très très élevé, et donc qui est pour une caste très riche. Et même le vin des riches, ce serait le vin grec, qui a vraiment un très grand prestige, et qui est vraiment consommé par des riches chevaliers, des grands aristocrates. Mais il y en a plein d'autres. Il y a par exemple le Faerne, qui est consommé au pied du Massirque, qui est l'archétype des grands vins, qui est un blanc liquoreux, issu de vendanges tardives. Oh, par exemple, ce serait le vin préféré d'Auguste. Ah d'accord, ok.
Donc le vin est fait pour boire ensemble. Il donne des distinctions. Par exemple, aux pauvres, par contre, on va lui vendre de la piquette, qui a un goût malt fermenté, qui est un peu aigre en bouche, qui est par exemple pas très bon. Ouais, et Donc, généralement, les pauvres. le goût aigre ça va être dû à entre autres, une mauvaise fermentation ou une fermentation un peu agressive, bâclée. Donc le but c'est que ce soit fort et que ça soude la gueule, quoi, hein, la piquette. Ah, même pas que ça saute sa gueule. Comme j'ai dit, c'est avec le vin, avec le pain, pardon, c'est vraiment les deux ressources de base. C'est juste parce qu'il faut boire quelque chose Ouais. et ça donne quand même un apport nutritif. Et donc, souvent, un Bah pauvre ouais. se nourrit de pain et de vin. Mais si tu veux un apport nutritif, tu te respectes, tu bois de la bière. Ça, c'est vraiment nutritif. Ah, mais du coup, la bière, c'est plus un truc de Gaulois. Alors que pour les Romains, c'est plus du vin. Ah, c'est ces peuples latins, ces narbonoïdes là Exactement. qui aiment le vin. Les Égyptiens, les vrais, ils boivent pas de vin, ils boivent ils Exactement. boivent de la bière. On va venir au tonneau juste après. J'ai vu la question dans le chat. Donc oui, comme je dis, les pauvres ont un vin de moins grande qualité, qui est souvent local, peu cher. Le vin de qualité coûte 4 fois plus cher que celui destiné aux classes les plus pauvres. Ah ouais, il y a quand même du fric. Pour vous ouais. donner un exemple, 55 centilitres au début du Empire, ça vaut 1 as pour un petit vin, alors qu'un très bon vin vaut 4 as. En comparaison, si vous voulez, à la même époque, un berger touchait environ 5 as par jour. Donc techniquement, un berger pouvait juste acheter 50 centilitres de bon vin et après il fait plus rien de sa journée. Donc bien sûr, il va plutôt se faire du vin de piètre qualité. Il va plutôt en boire ça. Mais on voit qu'il y a quand même une volonté de la République et du Empire d'avoir du vin pour tous. Par exemple, on sait que les esclaves et les militaires avaient aussi du vin. Est-ce que tu pourrais mettre l'image B5 ? Parce qu'on va en parler très bientôt. Les historiens parlent souvent de commerce imbriqué. Genre où il y a des fortes concentrations militaires. Il y a du vin qui est livré, mais c'est par une entreprise libre. C'est des marchands libres, Oui. comme il a expliqué Alors, Bébé. ça, voilà, peu libéral. la logistique autour de l'armée, c'est pas l'armée romaine qui gère, c'est l'armée romaine qui passe contrat avec des entreprises Exactement. qui doivent gérer ça. Et c'est un énorme business de bosser pour l'armée, parce que l'armée paye bien, et l'armée paye rubis sur ongle systématiquement. Parce que bah, c'est important que les légionnaires aient à bouffer et à boire. Exactement. Donc, ce n'est pas l'État qui centralise ça, ce sont des libres marchands qui le font, mais il y a quand même une organisation par État des infrastructures matérielles et fonctionnelles. Donc, il y a un vrai rôle de l'État, surtout impérial, dans les réflexions qui est mis sur l'organisation et les moyens mis en œuvre, surtout quand on voit qu'il y a parfois du très grand vin qui sont pour les gradés d'armée, qui sont même envoyés dans les contrées les plus reculées de Bretagne, avec par exemple de l'huile ou du très bon vin. Par exemple, on a retrouvé du vin crétois qui a été pris commande par l'État et qui s'est retrouvé en Grande-Bretagne pour des hauts gradés. Ouais, mais faut pas oublier qu'il y a aussi une aristocratie romaine qui vit aux confins de l'Empire. Ne serait-ce qu'il y a des généraux, il y a des hauts gradés de l'armée, pas forcément des généraux, mais les légats et compagnie, il y a de l'aristocrate. Et bah, les aristocrates, ils ont du pognon. Donc eux aussi peuvent commander des trucs. Tant que tu peux le transporter et que ça se conserve bien, ça voyage. Exactement. Pas Et de donc, contrainte. c'est pour ça que dans les camps militaires, par exemple, celui que tu avais parlé un moment qui est au nord de l'Angleterre, je sais plus comment il s'appelle, on retrouve plein d'enfants. Vindolanda. Exactement, Ah ouais, il y a des on enfants retrouve partout. plein d'enfants. Et on retrouve aussi l'intendance des Gions qui s'occupe du ravitaillement, qui écrit bien que c'est bien du rationnement, parce que le vin qui est ramené est retenu sur la solde pour des légionnaires. Et pareil pour la viande. Et du coup, on va arriver à ce qu'on disait sur... de base, on disait des amphores, mais après, il y a tonneau. Faut savoir que tonneau, c'était surtout utilisé par les Gaulois, mais que les Romains ont après pris cette technologie gauloise et l'ont réutilisée. Est-ce que tu sais pourquoi, Pépé ? Bonne question. Je sais qu'ils l'ont fait, mais déjà, c'est plus pratique, non? je savais. Mais pourquoi c'est plus pratique ? Mais les amphores, c'est de la merde à déplacer. Enfin, je sais pas si... Alors que... Non, souvent parce que ce qu'il y a, c'est que même les amphores, ils étaient très bien parce qu'on pouvait mettre dans les fonds d'un bateau. Et vu que c'était assez lourd, ça pouvait, ça permet que le navire tanguait pas. Ça lestait et après même, vu que c'était en pointe, on pouvait entre guillemets les imbriquer. Mais ça roule, un tonneau. Oui, je vois ça dans le chat, mais ce qu'il y a, c'est que, entre guillemets, un tonneau, c'est gros, une amphore, ça peut être pris à main, c'est pas pour ça non plus. Bah, je sais pas. Et techniquement, non, c'est toujours du vin. Et c'est à cause de la logistique militaire. Avant, les armées romaines, ils prenaient des amphores dans leur campagne méditerranéenne. Tu prends ton amphore, tu la débarques du bateau, tu la plantes dans le sable.
tranquille. Ouais. Puis là, maintenant, quand tu veux faire des campagnes en plein milieu de la Gaule, est-ce que tu as du sable pour planter ton amphore? Bien sûr que non. Et ben un tonneau, c'est bien plus Il te pratique. faut un juste fond un sol plat. à peu près plat. À peu près plat. Exactement. Il faut Voilà, juste un truc d'accord. à peu près plat et tu mets ton tonneau. Et donc, on a retrouvé des lettres express de Empire qui disaient qu'il fallait favoriser cette technologie pour permettre le ravitaillement des légions. Et donc, on voit que cette technologie, c'est l'État romain qui a dit on veut cette technologie parce qu'elle nous aide, et c'est ça qui a permis la diffusion du tonneau dans tout l'Empire. C'est con, mais même en hiver, sur un sol rocailleux, en hiver quand le sol est gelé, bon courage pour mettre ton amphore dans le sol, hein. Alors que le tonneau, t'arrives, tu le poses, et puis voilà, quoi. Le jerrycan de l'Antiquité, exactement. Exactement. Comme je vous ai dit, à la base, vu qu'ils faisaient que des campagnes autour de la Méditerranée, par exemple contre Carthage, tu débarques du bateau, tu mets ton amphore dans le sable et elle tient très bien. Il n'y a pas de problème. C'est que quand ils ont commencé à faire des campagnes plus continentales que le tonneau s'est imposé. Je suis pas surpris, ouais. Vu comme ça, d'un point de vue logistique, c'est vrai que c'est pas con en fait. Hein. On se demande. Donc on a un peu de logistique. Bah bien sûr. Non mais souvent la logistique va avec la technologie. On utilise un système qui est pratique. Voilà. Le jerrycan, il y en a encore aujourd'hui partout. Parce que c'est super pratique. Voilà. Merci pour le sub, Camelot. Surtout que vous devez vous douter que le vin est une ressource très importante pour une morale des armées. Ah, ça. Cependant, on peut pas, entre guillemets, ramener autant de vin qu'on le voudrait pour les armées. Donc, on va plutôt ramener de la Posca pour combler les manques. Posca, P-O-S-C-A, qui joue un rôle dans le vin. C'est du vin qui a tourné, qui est un peu invendable parce qu'il n'y a plus trop un bon goût et qui va servir pour les armées et qu'on va souvent couper avec de l'eau. Ouais, de la super piquette, quoi. Exactement. C'est de la super piquette. Il y en a même des historiens qui se battaient pour savoir si c'était de la piquette ou du vinaigre. Ah ouais, du vinaigre, carrément. Ça s'était transformé en vinaigre. Ouais, carrément. Oui, carrément. Il y en a qui disent que certains historiens défendent du fait que ce serait tellement tourné qu'on devrait plutôt appeler ça du vinaigre. Ah ouais. Il faut avoir soif, hein. Faut avoir soif. Exactement. Il y a aussi du vin qui est distribué aux esclaves. Caton, par exemple, parle du fait qu'il distribue du vin à ses esclaves en fonction du travail qu'ils ont réalisé. Et ensuite, comme je vous ai dit, il y a des vignobles de masse pour les citoyens romains. Parce qu'en effet, un an par tête d'habitant, c'est entre 146 et 182 litres de vin, donc ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Et d'après Tchernia, il a repris une estimation qu'il y avait 700 000 habitants à Rome à une époque, qui nous fait environ 1 million d'hectolitres minimum ramenés à Rome. La vache. Quand ils pensent. C'est ça. Surtout et donc on a besoin du commerce. Ils font pas de rhum, ils font pas de vin à proximité en plus en Italie, dans ce coin-là. Je pense. On sait ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Mais donc oui, exactement. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a besoin du commerce pour ramener tout ça à Rome. C'est pas à Rome qu'il y a la gigantesque colline d'amphores, justement? Où il y a une colline à Rome où c'est que des amphores? C'est des milliards d'amphores qui ont été juste empilés au fur et à mesure des siècles de l'existence de Rome. C'était la décharge de Rome au niveau des amphores. Et aujourd'hui, c'est une colline, le truc, tellement c'est énorme. J'ai vu les photos, hein, donc c'est assez incroyable. Je te crois, Pépé, mais je n'ai jamais entendu ça. Bon, maintenant on va passer à tout ce qui est plutôt en rapport avec le commerce. On va voir que le vin, ça va vraiment être un illustrateur du commerce. Est-ce que tu pourrais mettre à C1 et à C2? Alors on me dit que le nom c'est Monte Testaccio. Voilà. Le Monte Testaccio qui est une décharge. Ah, les flux du commerce en Gaule. Donc on va repartir à l'époque de la République. Je vais vous faire une évolution du commerce d'un ordre chronologique. Donc on repart avec notre province narbonnaise, avant la conquête romaine du reste de la Gaule par Jules César. Et je vais vous citer Cicéron dans De Republica. Et nous, dans notre suprême justice, nous interdisons aux transalpins de cultiver les oliviers et la vigne afin d'augmenter la valeur de nos olivettes et de nos vignobles. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une ingérence de l'État qui interdit aux Gaulois et même à des gens de la province narbonnaise de cultiver du vin et de l'olive, mais surtout du vin, ce qui va nous intéresser. Et donc, ça va réserver le monopole de production aux citoyens romains. Par exemple, Marseille avait une dérogation pour en produire, mais surtout en Italie. Donc, la production de vin se faisait en Italie. Et après, elle venait remonter les fleuves, par exemple pour le Rhône ou des choses comme ça, pour qu'ils se vendent aux Celtes.
Alors ça s'appelle du protectionnisme, hein, quand vous favorisez Exactement. votre production au détriment... que vous limitez la production pour pas faire s'effondrer les prix. Hein. C'est encore une pratique qui se fait aujourd'hui. Hein. Exactement. Et donc comme ça, ce qui permet aux Grecs de Marseille ou aux Italiens de s'enrichir avec le vin, parce qu'ils vont vendre du vin à prix d'or au Celtes, avec des échanges très inégaux, et gagner beaucoup d'argent. Et surtout que, bien sûr, même si c'est une frontière entre guillemets entre la province narbonnaise et les Celtes, il y a des péages. Et donc ça permet une fiscalité, des taxes, et de ramener beaucoup d'argent. Avec des tarifs préférentiels, par exemple pour des alliés gaulois, les Aobroc ou évoquent Tectosage. Souvent, on voit dans la guerre des Gaules, on s'imagine que la guerre des Gaules est une invasion où César arrive brutalement en Gaule, mais il faut comprendre que les Romains connaissent la Gaule déjà sur le bout des doigts. Ils connaissent tout de la Gaule, la diplomatie, ils connaissent les villes, les axes routiers. La Gaule est parfaitement connue par les Romains parce que les marchands romains, ils font du gros business depuis un sacré bout de temps. Et César a sans aucun doute pas mal de marchands dans son entourage parce qu'il est incroyablement bien renseigné sur qui fait quoi, comment fait quoi, où faut aller, où sont les centres de pouvoir et tout ça. Donc on reconnaît la patte des marchands romains dans le renseignement de César dans la guerre des Gaules. Maintenant qu'on a vu à peu près ce qu'était la situation avant la conquête des Gaules et plutôt sur la République, maintenant on va passer comment ça se passait sous l'Empire. Donc, comme vous le savez, sous l'Empire, la population va continuer de monter. Et donc là, on va vraiment avoir besoin de ces vignobles de masse que j'avais présentés. Donc vraiment des grosses quantités pour des masses de population. Et qui va surtout tout le vin qui va être consommé en Italie va du coup être produit en Gaule. Suétone nous dit par exemple que l'empereur Domitien avait ordonné d'arracher les vignes au moins de la moitié de toutes ses productions. Parce qu'il y a vraiment on plante tellement de vignes qu'il n'y a plus assez d'espace pour le blé. Alors, va falloir manger du pain ou boire du vin. Exactement, mais en fait, manger, c'est quand même plus important. Donc, en fait, il y a dit d'arracher la moitié des vignes, parce que surtout que le vin était plus lucratif, on ne va pas se mentir, c'est pour ça que les gens cultivaient le vin. Sauf qu'en fait, personne n'y a jamais respecté. Voilà. Et tous les auteurs sont unanimes sur le fait que, ok, l'empereur Domitien avait dit ça, mais ça n'a jamais limité quoi que ce soit, et on n'a jamais arraché la moitié des vignes de quoi que ce soit. L'empereur Domitien, c'est le successeur de celui qui a gagné l'année des 4 empereurs, Vespasien. C'est le fils de Vespasien, Domitien. Donc on est en 70, quelque chose comme ça. 70, plutôt 75 après Jésus-Christ, je crois. Et donc justement, on voit que justement en 75, parce qu'on a des données pour 75, que c'est vraiment le vin qui vient de Gaule qui s'impose à Rome. Fin du 1er siècle, donc à peu près en 75, à Rome, 40% du vin consommé vient de Gaule, 30% vient d'Italie et 15% vient d'Espagne. Ah, d'Espagne aussi? Il y a du Picrate qui vient d'Espagne, d'accord. Surtout en Catalogne. Catalogne, ok. Donc, comme je vous ai dit, surtout qu'il faut 1 million de litres minimum par an pour nourrir Rome. Donc, c'est vraiment qu'on a vraiment un besoin. Putain, la chaîne logistique. Tu m'étonnes qu'on trouve plein de bateaux remplis d'amphores. C'est que devait y avoir un trafic de dingue avec du transition, PP. Tu peux mettre à C3 et à C4. Hop là, C3. Bordeaux, c'est Burdigala, il me semble, en romain. Je sais plus. Burdigala, il me semble. C'est ça, donc il y a C3 et C4. Donc bien sûr, comment on va transporter tout ça? Eh ben, pas par jambe parce que c'est beaucoup trop long et beaucoup trop plus compliqué. Donc on fait ça par voie maritime. Donc on utilise les fleuves, on utilise surtout la Méditerranée, qui est très simple. Genre pour aller à Rome de Marseille, c'est très rapide. Et donc ça fait la richesse de certaines contrées, comme par exemple Bordeaux, qui se retrouve à la fin d'un fleuve et tout, et qui sert de cabotage parce que, bon, il n'y a pas de grandes expéditions en mer chez les Romains, on fait souvent du cabotage, et donc Bordeaux est parfait pour ça. Et après, aussi, ce que vous pouvez voir, vous avez une carte des bateaux échoués au fond de la mer, avec des amphores de vin, qui contiennent des renforts. Ceux qui sont en blanc viennent de Rome, et ceux qui sont en noir viennent de Marseille. Donc, c'est la chaîne logistique, en fait, des bateaux qui font les allers-retours. Exactement. Et donc, on peut voir vraiment qu'il y a une utilisation du bateau pour vraiment utiliser ça avec des grands bateaux qui souvent sont
ceux qui détiennent ces grands bateaux, ce sont des grands aristocrates, souvent qui viennent de Pompéi, et qui se réunissent, alors je cite, en association paramafieuse, et qui a pourtant une ex-Claudia qui leur interdit de faire ce genre de commerce. Et donc on voit que c'est vraiment c'est un business qui rapporte beaucoup et qui est très important pour l'économie. Est-ce que tu pourrais mettre l'image C5 ? Donc là, on voit que le vin devient en Gaule parce qu'il y a besoin de boire, etc. On a besoin de trouver de nouveaux vignobles à exploiter, mais aussi à cause de conditions climatiques. Ouais, la météo n'a rien à voir. Exactement. En ce moment, on est tellement focalisé sur des courtes périodes de temps avec chez nous le climat qui monte qu'on oublie que le temps a beaucoup changé dans les 2000 dernières années et que ça a un impact, je pense, sur la production de vin ou comment on le produisait. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on voit avec l'Empire qu'il y a une montée d'Yashire, il y a vraiment une vague de Shire durant l'Empire qui va nuire à la rentabilité des pieds en Italie. Ils vont commencer à sécher, voire à en mourir. Ils vont mourir parce qu'ils ont trop chaud. Ah, ils ont trop chaud. Et donc on va. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc on va planter de plus en plus des vignes vers le nord. Les vignes d'Italie commencent à mourir, donc on commence à les planter. Je vous l'ai dit, même on commence à aller vers le Rhône, tout ça. Et au IIIe siècle, la plupart de la production se fait en Moselle sur le Rhin. En Moselle, d'accord. Oui, c'est ça. Il y a une production significative sur le Moselle et sur le Rhin qui fait 50% du vin pour Rome. Donc il y a vraiment une extension des vignes vers le nord. Et bien sûr, ce qui permet aussi qu'il y a ce commerce en Gaule, c'est parce que c'est près de Rome. C'est des terrains qui sont quand même. C'est pas chaud, c'est verdoyant et il y a plusieurs fleuves, donc ça permet de faire un très bon transport. Est-ce que tu pourrais mettre, il y a C6 et à C7 ? On voit bien pour les invasions barbares quand il me semble que les Huns ont franchi le Rhin qui était gelé et ça correspond exactement à l'optimum négatif de la petite période de froid qu'on a entre l'an 1000 et l'an 200. Alors, pardon, la 6 ? Il y a C6 et à C7. Ouais. Oh, les petites coupettes romaines. C'est classe quand même, hein. Alors, tu arrives, Pépé, mais c'est pas romain, c'est gaulois. Ah, c'est gaulois. Et c'est ce que je veux te parler. Bon, c'est gallo-romain. C'est gallo-romain ou gaulois ? Est-ce que c'est avant la conquête ? C'est plutôt gallo-romain. C'est justement ce qu'on va voir. Je vous avais parlé de l'historien Justin tout à l'heure. Et il nous dit les Gaulois adoucirent et quittèrent leur barbarie et apprirent à mener une vie douce, à cultiver la terre et entourer les villes de remparts, à tailler la vigne et à planter l'olivier. Alors, Justin dit ça, mais il attribue cette débarbarisation, on va dire, aux Grecs, parce que c'était les Grecs qui étaient venus à Massalia en premier pour venir avec le vin. Et d'ailleurs, c'est vrai ce que dit l'historien Justin. Et vraiment les Grecs qui ont ramené le vin en Gaule. C'est vrai, le vin était pas. Les Grecs ont ramené la vigne avec eux en Gaule. Il n'y avait pas de. Ouais, c'est ça. Putain, d'accord, je savais pas. Alors, c'est ça. Au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ, le pourcentage de pépins de raisin avoisine 20% de l'ensemble des graines, puis il augmente aux alentours de 45% à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment eux qui ramènent. Et donc ce que voit l'historien Justin, c'est un historien du 3e siècle, donc il dit des choses qui peuvent être vraies, ou soit il va relayer des clichés, mais il va surtout l'utiliser pour faire de la philosophie et pour on va dire, avoir un point de vue idéologique, philosophique, des choses comme ça. Mais il se trompe sur le fait que pour lui, le fait que les Gaulois se sont débarbarisés, ce serait l'œuvre des Grecs. Alors que c'est absolument pas le cas. C'est vraiment les Romains qui ont romanisé la Gaule. Et donc, un des vecteurs de la culture, comme on le sait tous, c'est la nourriture. C'est vraiment l'aspect culinaire qui est vraiment une entité culturelle et sociale très important. Et on peut le voir justement dans les récipients qu'on utilise pour boire. Avant, les Gaulois utilisaient des petits récipients en forme de tonneaux, d'après les sources qu'on a. Donc du coup, c'est des bois et il y avait un cercle de fer autour. Donc du coup, on a juste gardé le cercle de fer de nos jours. Donc je vous ai pas mis de photo parce que c'est pas très intéressant. Juste imaginez un petit tonneau. Mais avec l'arrivée des Romains et de leur vin, les Gaulois vont commencer à eux-mêmes faire des petits gobelets à la romaine. Donc on peut voir sur l'image de gauche un gobelet à parois fines de type Acco qui a été fait par des Gaulois du sud de la Gaule, alors que pourtant c'est un truc qui est normalement typiquement romain. Ils ont abandonné leur culture alimentaire ancestrale pour se tourner vers un truc qui est plus proche de celui romain. En même temps, c'est vrai qu'il y a eu
Bon, la conquête de la Gaule, elle a pas été drôle, hein. Et il y a eu quand même il y a eu une disparition de culture. Donc, on va dire que les Bah, Romains ont amené beaucoup avec eux. Parce qu'il y avait aussi un vide, un énorme vide culturel après la conquête. Quand tu massacres beaucoup de monde, bah ça te permet après d'être plus Pas que tranquille Pépé. pour amener. Pas que Pépé. On a des chefs gaulois qui se font enterrer avec des amphores. Donc on voit, enfin des amphores soit du tribus, soit des trucs de Romains. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine Il y a un échange volonté déjà. de Ouais. s'assimiler en fait. Et les Gaulois, ils commencent petit à petit à envier le style de vie romain et à vouloir un peu y copier. Il y a quand même, bien sûr que, comme tu dis, ce qui s'est passé avec la conquête de la Gaule n'est pas négligeable, mais aussi, entre guillemets, une volonté de s'assimiler au modèle romain. Sur quelques générations, ils ont pris le pas, ils ont pris le pli quoi. Mais parce qu'en plus, Exactement. c'est pas dégueulasse. Genre c'est pas qu'on leur dit les gars, pas le droit de faire ci ça ci. C'est que le style romain, il est quand même pas dégueu. Au niveau, il y a du pinard, il y a de la bouffe, il y a le confort, il y a de l'huile. Il y a pire comme style de vie même aujourd'hui. Hein. C'est pas l'Arabie Saoudite quoi. Le style à la romaine. Il y a même des esclaves et tout. Ouais bah je comprends que les gens se sentent pousser des ailes autour de la romanisation quoi. Exactement. Est-ce que tu pourrais remettre il y a A0, s'il te plaît? Bien sûr. Donc on peut vraiment voir qu'il y a eu un basculement des flux commerciaux. D'abord, c'était l'Italie qui a importé du vin en Gaule, puis c'était la Gaule qui importait du vin en Italie. Et donc ça montre vraiment qu'il y avait une grande économie de circulation des biens. Mais donc du coup, c'est un coup dur pour Finney Moses, qu'on voit, que nous disait avec sa théorie, qu'il n'y avait pas d'échange, que souvent les gens buvaient que ce qu'ils ils consommaient que ce qu'ils produisaient, il y avait très peu de commerce, et donc on peut voir qu'avec les nouvelles traces archéologiques, parce que ce qu'il dit n'est absolument pas vrai. D'ailleurs, Moses ne s'était jamais vraiment intéressé à l'archéologie, il avait toujours dit qu'il n'aimait pas trop ça. Donc du coup, on peut voir que les nouvelles traces archéologiques ont un peu démonté son point de vue. Et donc, tout son paradigme qui datait des années 70-80 ouais, c'est un peu n'est cassé plus la du gueule. tout le cas aujourd'hui. Ouais, Exactement. a été remis à jour. Et ce qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, on découvre l'importance du commerce. Il y a eu des Romains en Inde qui cabotaient sur la mer Rouge, la soie chinoise qui finissait à Rome. Enfin, on sait que le monde antique était bien plus connecté au niveau commerce que ce qu'on supposait, comme tu dis, dans les années 60-70. Le monde n'était pas fermé, loin de là. Exactement. Et pareil avec l'âge du bronze. Ça circulait énormément à l'époque. Et c'est un peu une vision moderne qu'on a. Pépé, je vais quand même mettre un veto sur ce que tu dis. Vas-y. Il faut surtout pas oublier quelque chose, c'est que le commerce de ces époques-là, c'était du commerce de surplus, de luxe, et donc c'est ce qui nous laisse le plus de traces, alors que normalement, le commerce de luxe, c'est un truc très minoritaire. Ouais. Là, on a beaucoup de traces de Doya et tout, alors que c'était pour les chevaliers, il y a cour de l'empereur, qui est vraiment pareil, des petits trucs, alors qu'à grande masse, on n'a pas beaucoup de trucs de s'il y avait, non, absolument, il faut préciser que c'est du commerce qui génère beaucoup d'argent et donc réservé à une minorité. C'est comme, je me rappelle plus quel philosophe se plaignait que les dames romaines portaient trop de soie. Tu vas pas me faire croire que la plèbe à Rome portait de la soie, hein. C'était clairement pour une extrême minorité, mais c'est cette minorité qui a l'argent et qui pouvait se permettre d'importer en fait. Exactement. Donc on a des sources, mais on est dépendant que ces sources sont dépendantes d'une minorité d'individus. Voilà, on est influencé aussi par les sources qu'on a et il nous manque des éléments, sans aucun doute. Parce que l'archéologie, en effet, c'est du dur, mais après c'est pas parfait. Il quand même, il y a une mise en contexte à faire. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est important de le préciser. C'est important de le préciser qu'il nous manque, mais au moins on sait que ça existait. Alors que dans les années 60-70, peut-être que on soupçonnait pas l'existence de ce type de commerce. Exactement. Bon, voilà, j'ai fini. Est-ce que quelqu'un a des questions? J'ai pris un peu plus de temps que prévu, vu qu'il n'y avait pas de trucs. T'as bien fait, vu que les pauvres Skyros et Kadruka, on a eu des soucis techniques avec leurs photos. C'est con parce que c'est un sujet que j'ai hâte de voir sur le paysage des Landes, qui est entièrement artificiel en fait, qui a été construit de toutes pièces. Et moi, ça m'intéresse de voir comment ça a été fait et pourquoi aussi. Et donc ouais, on verra quand ils seront dispo la semaine prochaine peut-être ou dans 2 semaines, mais voilà. Donc le pinard, l'importance du pinard. En fait, on parlait d'huile d'olive aussi dans le chat. En fait, l'huile d'olive et le vin sont très comparables. Pareil, qui était un truc très méditerranéen et donc qui est quand même une sorte, on peut dire, il y avait de l'huile de luxe, pareil, qui venait de Grèce et donc qui s'exporte, pareil, pour les grands chevaliers. Donc on a aussi des traces d'amphores d'huile ou des choses comme ça. Donc souvent on compare les deux, en fait, on les classe au même endroit. Alors, on a testé le goût des amphores remontés à la mer. Je doute qu'il y avait encore du vin dedans après 2000 ans.
Euh, Exactement. Mais comme je vous ai dit, Tchernia, que je vous ai montré, a reproduit du vin romain avec un autre historien. Et donc, je crois qu'il a dit que c'était dégueulasse. Mais voilà. Mais je crois qu'en plus, il est viticulteur, Tchernia. Tchernia. C'est comme je vous ai dit, c'est un spécialiste du vin en France. Et donc, il est spécialisé dans les amphores. Et et je crois que le mec est vigneron en plus. Enfin, Ouais, la à côté. totale, quoi. Ouais, après, on a. Ouais, c'est ce que je dis toujours, c'est que le vin romain, pour nous, était infect. Mais les Romains n'avaient pas le même palais que nous, n'avaient pas les mêmes goûts, n'avaient pas la même culture alimentaire. Donc, forcément, ouais, bah, les couilles de phoque confites, peut-être que ça va pas vous plaire. Hein, ou les oursins C'est ça. farcis, ça va peut-être pas vous plaire. Mais bon, si vous donnez notre bouffe à un Romain, peut-être que lui aussi va avoir des. Voilà, après, voilà, c'est une autre époque. On va pas dire que le vin romain était pas bon parce que c'est simplement notre éducation qui fait qu'on pense que c'était pas bon. Sans aucun doute, eux, quand ils devaient payer le pognon, les chevaliers et tout pour avoir du bon vin, pour eux ça devait être du bon vin. Voilà, Exactement. question Et il d'éducation, y je avait un pense. goût de poisse, comme je vous ai dit, qui était visqueux. Mais Que nous, on trouve pas bon. Mais après, ouais, mais voilà. voilà, C'est c'est les ça. goûts et les couleurs. C'est les goûts et les couleurs. Euh, Hein. pour répondre à Aurélien, ce qu'il y a, c'est pas vraiment qu'elle pousse plus. Oh, oui, il y a des pieds qui meurent, mais il y a une concurrence avec le bière, avec les terrains de bière. Il y a une concurrence avec l'urbanisation, tout simplement. Et c'est vraiment au IIIe siècle, enfin, ça se fait progressivement au cours de l'Empire, et c'est au IIIe siècle qu'il y a vraiment une production significative qui se fait en Moselle et sur le Rhin. Ouais, parce qu'avec les Et qui après, températures. Ouais. qui redescend par Lyon, tout ça, et après qui va à Marseille et Rome. Les Germains commerçaient aussi autant avec les Romains. C'est une bonne question. Moi, je connais mieux la. Parce que bon, on a plus d'écrits sur le commerce entre les peuples. J'aime pas dire les Gaulois, je suis désolé, hein, mais entre les peuples qui vivent en Gaule et les Romains que les Germains. Mais en fait, je me demande si les Germains avaient. Voilà, il y avait de l'ambre et des esclaves potentiellement à échanger, mais je suis pas sûr qu'il y avait grand chose, que les Germains avaient grand chose en fait en termes de commerce à proposer, mais Bah, en tout peut-être que cas, je me pour trompe. le vin, on sait qu'il n'y avait pas beaucoup de vin. Il y a quand même du vin qui était vendu aux Éthiopiens et des Germains, mais c'était pas un truc. Ils sont restés sur l'hydromel et sur la bière. Voilà, en fait, il faut comprendre que même l'Allemagne aujourd'hui n'est pas un pays de vin, mais un pays d'eau. Il y a beaucoup d'eau. En fait, il faut beaucoup d'eau pour faire de la bière ou de l'hydromel. Et l'eau est un luxe. Et c'est vrai que si vous regardez aujourd'hui tous les pays de culture de vin, ce sont généralement des régions du sud. L'Allemagne, par tradition et par culture et par logique géographique, est un pays d'eau et de bière. Vin Mais la grec ou Gaule vin aussi romain, était. même technique. Pardon, vas-y. Donc j'avais dit oui, la Gaule aussi était de base un pays de Bien sûr. bière et d'hydromel, Mais mais avec la carrément. romanisation est devenu un pays de Et un vin. pays de vin, ouais. Et en plus, vu que les cultures, les températures allaient dans le bon sens, bah ça a permis à la vigne de pousser vers le nord, en fait. Et vin grec, vin romain, même technique. Quasiment dans les grandes lignes, mais bien sûr il y a des particularités locales. Et comme je vous ai dit, vin grec était considéré comme un vin de luxe pour les Romains. Mais sinon il n'y a rien de très différent. Après il y avait bien entendu pas tout ce commerce de masse en fait. Et il y avait juste des petits vignobles pour on va dire les citoyens pauvres et un grand vignoble pour les riches citoyens et tout. D'ailleurs, il faut savoir que bon, j'ai cassé du sucre sur Philiem mais ces thèses ne sont pas vraies pour l'époque romaine, mais elles sont encore très vraies pour la Grèce archaïque. Parce que lui, il ne faisait pas la distinction entre les deux, comme j'avais dit au début. Mais il faut savoir que certaines de ces thèses sont toujours vraies pour la Grèce archaïque. Ouais. Ça faisait aussi du vin en Afrique du Nord, comme on me dit dans le chat. D'accord. Ça faisait aussi du vin en Afrique du Nord, qu'on me dit dans le chat. Je connais pas du tout. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais surtout étudié le vin en Gaule, mais alors oui, ça s'est fait, mais en pas très grande production. Ok. C'était plus du vin local, quoi. D'accord. C'était J'ai ouais. jamais entendu du vin réputé venir d'Afrique du Nord. Ok. Ouais, c'était pour la peau. Ouais, vu que c'était des petites productions, C'était du vin local parce que flemme de ramener de très très loin, quoi. Ouais. Ok. D'accord. Bah très intéressant. Je trouve ça génial, moi. Moi, je suis plus un passionné de bière, forcément. Je suis pas très vin. Ouais, certains disent que c'est criminel pour un Français. Moi, je suis un passionné de bière et c'est vrai que j'adore l'archéologie autour de la bière, par exemple. Je suis passionné de ça. Et même, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui essaient de refaire, parce que la bière moderne qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec la bière. La bière, par exemple, ce qu'on va appeler la cervoise, où l'utilisation du houblon est assez moderne dans la bière. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'archéologie autour
refaire de la bière à l'ancienne. Il y avait des archéologues français qui en ont Bien sorti sûr. il n'y a pas longtemps. Ouais, De la cervoise avec, je m'en souviens plus, ils mettaient du Hurier dedans, des choses comme ça. Absolument. J'avais goûté, c'était délicieux. Il y a toute une culture autour de refaire de la bière sans le houblon. Le houblon, en fait, qui est très pratique parce que ça protège la bière, le houblon. Mais c'est, comme je dis, c'est un additif assez moderne, le houblon. Et on peut faire sans le houblon. Il y a même à Québec, ils ont aussi ils ont une bière à l'épine de sapin où il n'y a pas de houblon et qui est très bonne. Donc il y a un peu un retour à rechercher les anciennes saveurs de la bière sans passer par ce qui se fait aujourd'hui au niveau industriel et la bière très moderne. Mais c'est la même chose avec le vin si vous réfléchissez. Hein. C'est les mêmes mentalités. Bon, bah merci. Oui, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, il y a le truc Foire aux livres qui est disponible sur le Discord. Vous me pinguez et je vous répondrai à vos questions. Ça marche. Ou pareil, sous les commentaires de la vidéo YouTube. Merci beaucoup pour avoir fait ça à l'arrache. Parce que tu m'as contacté hier, je crois. D'accord. Ah, mais le sujet était déjà pris en fait. Attends, je prépare mon sujet et après je propose. Voilà, bah parfait. Donc, comme je dis, ouais, hein, pour ceux qui sont intéressés, s'il y en a qui veulent venir faire des petits sujets de 20-30 minutes sur la minute archéologique, n'hésitez pas. Vous faites quelques photos, vous faites un Google Drive et puis vous m'envoyez ça. Et c'est une émission qui a vocation à être un peu ouverte à tout le monde aussi. Donc, si certains ont des connaissances dans le sujet, bah, sur un sujet particulier que vous voulez partager, vous n'hésitez pas à me contacter. Bon, on va vous abandonner. Merci beaucoup, Nicolas. Merci aussi à Skyros et Kadruka qui devaient être sous pression pour m'envoyer ça à la dernière minute et les pauvres se retrouvent à devoir décaler d'une semaine parce que malheureusement, on va dire que mon OBS n'est pas fait du tout pour un format exposé, un format un peu d'émission académique, vu qu'il prend que certains formats et tout, donc c'est un peu la galère. Donc pensez toujours à pas m'envoyer 2 minutes avant les photos, que ce soit pour les foires aux livres et tout, parce que sinon ça arrive que je dois faire des conversions de fichiers et tout mettre manuellement. Voilà, bon sur ce, passez un bon week-end. Moi ce soir je reviens à 20h pour du Lord of the Rings. On va étudier un peu la ligne temporelle du lore du Seigneur des Anneaux. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de pas mal de choses, mais on oublie de les mettre par ordre chronologique. Donc là, on fera une petite étude rapide de l'ordre chronologique. Comment se passe dans la timeline le Seigneur des Anneaux. Sur ce, passez un bon week-end et on vous dit à ciao ciao. Salut tout le monde, bye bye. Bon week-end à tous.